Bon, en tout cas, ici, totale liberté d'expression. Vous pouvez vous exprimer comme vous voulez. Oui, mais vous et êtes pas de sur restriction. YouTube ensuite. Oui. Comme moi. Donc non, pas totale liberté d'expression. Bah oui, mais ça, je m'adapterai. Je vais pas vous mettre en danger sur votre chaîne, mais moi-même sur ma chaîne, je ne dis pas totalement tout ce que je pense Qu'est-ce parce qu'on peut qu'il n'y pas a dire pas une totale Qu'est-ce qu'on liberté peut- Qu'est-ce d'expression. qu'on peut pas dire Bah, alors si je le dis, je fais sauter votre chaîne, donc je vais pas le dire. Crayonniste, bonjour. Dans l'épisode d'Œil pour Œil d'aujourd'hui, je reçois Florian Philippot, président et fondateur du parti Les Patriotes. Avec lui, on est revenu sur la crise du Covid et de certaines idées que certains qualifieraient de complotistes. J'ai aussi posé la question de la responsabilité en tant que personne publique et politique. Quel impact on a lorsqu'on représente une idée vis-à-vis de la population. Florian Philippot est aussi un ardent défenseur du Frexit. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle il a quitté le Front National en 2017. Il est persuadé qu'une majorité de Français serait pour la sortie de l'Union Européenne. Et vous ? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes pour ou contre le Frexit ? J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à mettre un commentaire, c'est important pour le référencement, à vous abonner et à activer la petite cloche pour être notifié lorsqu'une prochaine vidéo sortira. Bonne vidéo. Je crèverais avec une queue dans la bouche. Il faut lui mettre dans la bouche de la nourriture et pas sa bite en fait. Marine Le Pen est une démagogue. Si c'était pour le Frexit, pourquoi ils vous ont pas élu en Parce 2017 que, alors, Si nous sommes à l'image de la société, donc dans la société, il y a forcément du racisme. Les médias ont changé. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut aller chez Cyril Hanouna sur TPMP pour débattre? Florian Philippot, bonjour. Bonjour. C'est un vrai plaisir de vous avoir ici sur la chaîne du Crayon dans cet épisode d'Œil pour Œil. Merci. Alors on va commencer cet entretien avec, comme je le fais désormais à chaque fois, en vous montrant un extrait vidéo, puis l'interview découlera de cet extrait. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Bonjour, je viens manifester. Alors moi, ce que je voudrais, c'est qu'il y ait un amendement qui soit posé. J'aimerais bien dire que ma voix soit entendue. Qu'il y ait un amendement qui soit posé. Là, c'est les cons là. Répondez pas à des gens comme ça. Ils méritent pas que. Tous mes vœux, monsieur. Bonjour, Paul Laroutirou, c'est. On a l'eau de merde. Putain, Tous mes vous vœux. comprenez ça? Pourquoi on est des journalistes de merde d'après vous? Les monsieur journalistes de merde parce que vous véhiculez la bien-pensance. Il y en a marre de la doxa. Vous comprenez ça? Qu'est-ce que d'après vous on Parce que véhicule? pour le moment on est calme, mais bientôt on va pas le rester calme. On peut parler tranquillement. Monsieur. Vos directions auront des comptes à rendre. Les soirées. Pourquoi vous m'insultez? Est-ce qu'on peut parler tranquillement? Est-ce qu'on peut parler tout tranquillement? Ma question, elle est assez simple après avoir vu cette vidéo. Est-ce que vous vous êtes senti responsable de ce genre de scène? Moi, ce qui me choque, je vais vous dire le plus, c'est le bandeau qui est à l'écran. Vous avez lu le bandeau? Le bandeau qui dit « Faut-il soigner les non-vaccinés ?» Ouais. C'est extrêmement choquant. Qu'on ait osé faire des débats, si vous voulez. On a même appris depuis que le gouvernement... Ça, c'était en décembre dernier, hein, je me souviens très bien, puisque la presse avait sauté sur ces trois secondes pour essayer de discréditer tout un mouvement. On a appris depuis qu'au même moment, en décembre 2021, le gouvernement commandait un sondage en disant: est-ce qu'il faut refuser la réanimation aux personnes non vaccinées? Est-ce qu'il faut rendre leurs soins payants? D'ailleurs, on sait que les Français avaient dit non à 80% dans les sondages. Donc il reste encore un peu d'humanité en France. C'est ça qui me choquait le plus. Bien sûr, c'est pas bien de parler comme ça aux journalistes. C'est pas bien. Et je l'ai dit à l'époque. Voilà. Mais en 18 mois de manifestations hebdomadaires, c'est-à-dire, je sais pas, il faut faire le compte, mais 75 manifestations, il n'y a jamais eu un problème. Donc si vous voulez essayer de faire passer les manifestations pour des manifestations violentes ou je ne sais quoi, on a même eu un ministre de l'Intérieur qui a fait un arrêt sur image pour faire croire qu'un tapping c'était un salut nazi. On en est arrivé là, si vous voulez. C'est quand même se foutre du monde. Ce sont des manifestations qui sont extrêmement bien passées. Et c'est vrai que les gens sont restés très dignes et très calmes, malgré les agressions du gouvernement et des agressions de la part des médias monumentales, inédites, incroyables, scandaleuses. Mais au-delà de la prise à partie du journaliste, ce qui est dit, par exemple, par une femme qui dit que c'est dangereux, le vaccin est peut-être dangereux, etc. Est-ce que c'est des propos que, en tant que personne politique, vous avez validés, vous dites elle a totalement raison, ou... D'abord, les gens disent ce qu'ils veulent. Hein. Attendez, c'est des manifs de rue. Mais est-ce qu'on n'a pas une responsabilité, justement, en tant que... Non, les gens, c'est des manifs de rue, les gens, ils viennent, ils passent. C'est pas des meetings dans des salles privées, hein. C'est des manifs de rue. Voilà. Donc les gens, ils passent, ils disent ce qu'ils veulent. Moi, je suis responsable de ce qui est dit à la tribune. Et à qui je donne la parole, et ce que les gens disent. Et ça, vous savez, j'ai toujours bien contrôlé les choses. Après, que les gens aient des questions, des questionnements, qu'ils aient le sentiment qu'on leur ait pas dit toute la vérité... Ben c'est plutôt sain, parce que c'est vrai, on leur a pas dit toute la vérité, puisqu'il y a des documents qui sortent en permanence, récemment les documents de Pfizer, là, à la demande de la justice américaine, hein, puisque la FDA ne voulait pas que ce soit publié avant 75 ans, finalement c'est publié en ce moment, et on voit qu'effectivement, il y a des effets secondaires beaucoup plus importants que ce qu'on avait dit, ça c'est un fait, voilà, c'est un fait. Et la balance bénéfice-risque,
elle n'est pas bonne pour certains à qui on a forcé l'injection malgré tout. Soit parce qu'il y a une loi qui leur a demandé de se faire injecter du fait de leur métier, soit par le pass sanitaire puis le pass vaccinal, où c'est une telle contrainte que beaucoup se sont sentis obligés de le faire juste pour continuer à aller au restaurant ou prendre un train ou pouvoir aller au cinéma. Est-ce que vous pensez qu'on vit en dictature en France aujourd'hui ? Moi je dis plutôt tyrannie. Une tyrannie, la tyrannie, France... c'est un terme très précis qui a le sens de règne de l'arbitraire. Oui, je pense qu'aujourd'hui, la France n'est absolument plus une démocratie. Que ça fait bien longtemps, mais que là, il y a eu un coup d'accélérateur, un coup de booster gigantesque avec l'histoire du Covid, à tous les points de vue. C'est-à-dire qu'il y a une très mauvaise séparation des pouvoirs en France. Enfin, ça, c'est pas tout à fait nouveau, vous me direz, mais ça s'est aggravé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrôle du Parlement sur l'exécutif, et la justice, vous regardez le Conseil d'État ou le Conseil constitutionnel, a été extraordinairement silencieuse, défaillante, complice dans la crise Covid. Or, quand il n'y a pas de séparation des pouvoirs, c'est la définition de la tyrannie. Deuxièmement, il n'y a pas de contre-pouvoir non plus médiatique. La plupart, 99% des grands médias en France sont simplement des relais, des courroies de transmission de la parole gouvernementale, rien d'autre. Troisièmement... Sur quoi vous basez pour dire ça ? J'ai des yeux et des oreilles. Sur ce que disent les médias, vous, les médias, je regarde et je vois d'ailleurs les baromètres de confiance dans les médias qui s'effondrent en France. Les gens ne sont pas idiots, hein, ils voient bien. Il suffit que vous allumez n'importe quelle émission à n'importe quel moment, sauf quelques rares exceptions, attention. Vous tombez simplement sur la parole gouvernementale qui est mise en scène. On peut avoir 2-3 opposants, etc. Enfin, on va vite vous rappeler à l'ordre et vous dire il faut quand même penser ça. Et puis vous savez que la France est depuis 2 ans classée par The Economist comme démocratie défaillante. Ce qui n'était jamais arrivé pour la France. C'est un classement officiel. The Economist, c'est un classement réputé depuis des dizaines d'années. Avant, la France était considérée comme une démocratie pleine et entière. Maintenant, nous sommes les Britanniques qui décident si on est une démocratie... Malheureusement, c'est comme si on avait un bon classement français, je le prendrais, on n'en a pas. Et puis, il se trouve que là, le fait qu'on ait mis en place des mesures telles que vous devez signer une auto-attestation vous-même pour avoir le droit de sortir de chez vous, vous êtes confiné au bon vouloir du gouvernement selon des critères pseudo-scientifiques, parce que m'expliquer qu'il y a de la science là-dedans, ça me fait... c'est juste risible, surtout avec le recul. Et puis ensuite nous dire il faut un pass pour aller 3 doses pour aller au restaurant, dans un café, prendre un café en terrasse, il y a la police qui peut passer et vous contrôler, vous mettre une amende et mettre en garde à vue le restaurateur. C'est une drôle de démocratie ça quand même, si vous voulez. Donc, alors on me dira... Est-ce que ça a été appliqué ? Vous avez vu, regardez, il y a la Corée du Nord, il y a eu les années 30 en Europe. Je suis d'accord. Simplement, vous savez, c'est pas parce qu'il y a toujours pire ailleurs que c'est bon chez vous. C'est de la même manière, ce serait dire un pauvre en France n'est pas pauvre parce qu'il y en a qui vivent avec $50 par mois en Afrique, au Mozambique ou au Bangladesh. C'est vrai, mais n'empêche que le pauvre en France, il est quand même pauvre. Donc les critères, si vous voulez, tout relativiser, ça n'a pas de sens. Ce qu'il faut regarder, c'est l'évolution chez vous. Et l'évolution en France, c'est qu'on est en dégradation de l'état de droit, de la démocratie, de la liberté et de la liberté d'expression. C'est le dernier point que j'aurais dû aborder. La liberté d'expression est quand même en effondrement, à tel point que quand Elon Musk annonce qu'il va racheter Twitter et remettre un petit peu de liberté dans le respect des lois, mais un peu de liberté sur le réseau, c'est l'affolement général du côté de l'Union européenne, du côté de Macron, du côté du gouvernement et du côté même des grandes marques commerciales. Bon, en tout cas ici, totale liberté d'expression, vous pouvez vous exprimer comme vous voulez. Oui, mais il n'y a pas de sur restriction. YouTube ensuite, oui. Comme moi, donc non, pas totale liberté d'expression. Bah oui, mais ça, je m'adapterai. Je ne vais pas vous mettre en danger sur votre chaîne, mais moi-même sur ma chaîne, je ne dis pas totalement tout ce que je pense parce qu'il n'y a pas une totale liberté d'expression. Qu'est-ce qu'on peut pas dire alors ? Si je le dis, je fais sauter votre chaîne, donc je ne vais pas le dire. Donc vous nous direz en off ce qu'on peut pas dire. Non, mais par exemple, si on parlait plus en détail des effets secondaires, on ne pourrait pas, et vous le savez. Ou si on voulait parler sérieusement des traitements, on ne pourrait pas. Parce qu'il y a une charte YouTube sur il faut se conformer à ce que dit l'OMS, etc. Le problème, c'est ce que dit l'OMS n'est pas parole d'évangile, premièrement, et contesté par beaucoup de médecins, et deuxièmement, varie quand même en fonction du temps. Dieu merci, ceci dit. Est-ce que vous êtes soutenu par beaucoup, vous estimez que vous êtes soutenu par beaucoup de Français ? Une proportion, je sais pas, un pourcentage de Français qui soutient vos idées, qui est derrière vous, enfin... Sur ce sujet Covid, vous voulez dire ? Sur ce sujet Covid ou même sur plein de sujets. En même général, votre parti, les Patriotes, est-ce que... Écoutez, quels sont les baromètres pour le savoir ? Vous avez combien d'adhérents aujourd'hui ? Alors, bon, les adhérents, on arrive à quasiment à 40 000 adhérents un jour, ce qui est beaucoup.
pour un mouvement politique qui a 4 ans d'existence. Je pense qu'on a plus d'adhérents que le RN, qui est surmédiatisé et qui a 50 ans d'existence. Vous pensez ou vous avez les chiffres? Je suis à peu près sûr en fait, parce que je connais de leurs statistiques. J'ai pas leurs statistiques nationales, mais les journalistes disent 25 000. Bon. Mais je connais dans certains départements précisément combien ils ont d'adhérents, parce qu'il se trouve qu'on connaît leur responsable départemental. Et moi, je sais mon nombre d'adhérents et je peux comparer. Et dans tous les départements, à chaque fois, on est au-dessus. Donc je pense qu'on est plus. Voilà. Bon. Après, aux dernières élections régionales, je me suis présenté, j'ai fait 7%. Vous direz, c'est pas gigantesque. Oui, c'est vrai. Mais ça n'est pas rien non plus. Au même moment, 2 ans avant, je faisais 0,9. Donc il y a eu une progression. Et puis aux législatives, on aura sous nos couleurs 250 candidats environ, dans 250 circonscriptions. Et en alliance, 500 candidats avec Debout la France et Génération Frexit dans le cadre de l'Union pour la France. Et moi-même, je serai candidat en Moselle, dans la 6e circonscription, celle de Forbach. Donc on verra bien. Après, si vous voulez, est-ce qu'on fait... Après les manifs, parfois, on était au début quelques centaines. Parfois, les très grosses manifs de l'été ou de janvier dernier, passe sanitaire, passe vaccinal, on est monté, je ne sais pas, à 80 000, 100 000 personnes. C'est vrai, ça varie aussi. Après, le critère, c'est... Moi, je crois... Premier critère, c'est même pas de savoir. Moi, j'ai fait pendant 1 an des manifs, on était 300. Mais je l'ai fait quand même chaque année, chaque semaine. Puis un jour, on s'est retrouvé 100 000. Le critère, c'est d'abord dire ce qu'on pense. Avoir des convictions, les exprimer et dire ce qu'on pense être la vérité. Vous n'êtes pas opportuniste? Non, je suis pas opportuniste. D'abord, si je l'étais, je serais encore au RN. Premièrement, parce que moi, j'ai quitté le FN à l'époque, en septembre 2017, parce qu'il abandonnait son programme sur le Frexit. Vous savez, la sortie de l'Union européenne, de l'euro. Depuis d'ailleurs, il a ajouté la sortie de l'abandon sur Schengen, la CEDH, l'OTAN, etc. Et d'autres points. Donc je serais resté là-bas, je serais encore probablement député européen ou vice-président de ce parti, etc. Avec les avantages qui vont avec. Mais c'est pas le choix que j'ai fait. J'ai fait un choix plus compliqué, c'est évident. Créer un nouveau mouvement politique en France, c'est extrêmement compliqué. Comment vous expliquez que vous aviez eu qu'un seul parrainage pour l'élection présidentielle? Alors, ça, j'ai déjà expliqué. Non, il y a un seul parrainage qui arrive au Conseil constitutionnel. C'est un peu une erreur de notre part. Il aurait mieux fallu qu'il y en ait 0. Parce que je suis désolé pour la maire concernée. Je trouve que c'est une maire. Parce qu'en fait, on en avait 150 concrets, réels. Et on a appelé les maires bien avant en disant n'envoyez pas, ça ne sert à rien parce que de toute façon, on n'aura pas les 500. On est trop loin. Et remettez votre signature dans le circuit et allez vers un candidat qui est près des 500. Voilà. Et on a loupé manifestement une signature et donc on s'est retrouvé avec ce chiffre un peu ridicule, mais qui ne correspondait pas à la réalité. Moi, j'ai fait le choix de dire assez tôt, en février, plusieurs semaines avant le dépôt officiel des signatures, que je n'y allais finalement pas parce que je n'aurais pas les signatures. J'ai fait ce choix-là pour pouvoir être audible. D'abord pour remettre les signatures en liberté, parce que d'autres en avaient besoin, et pour pouvoir être audible et pouvoir dénoncer ce système qui est aujourd'hui fourvoyé. Aujourd'hui, c'est un système qui donne le pouvoir à quelques-uns. Regardez, à la fin, ça s'est fini avec Bayrou, allié de Macron, qui a choisi qu'il pourrait être candidat. Ce qui est quand même fou. Ce qui est quand même un dévoiement total du système. Parce qu'on a supprimé l'anonymat des signatures, parce qu'on est passé à 500, bon ça je vais me dire c'est plus ancien parce qu'au début c'était 100, mais surtout la suppression de l'anonymat, et parce que maintenant les communes sont dans des intercommunalités, dépendent de barons régionaux, départementaux, intercommunaux qui font pression sur elles, et ça n'est plus le système de départ. Au départ c'était simplement un filtre, ce qui était bien, il faut probablement un filtre, mais il faut qu'il soit raisonnable le filtre. Il ne faut pas qu'il soit dans la main des grands états-majors parisiens. Il y a quand même une grande diversité dans les choix des futurs potentiels présidents. Oui, mais par exemple, cette fois-ci, il n'y avait pas de candidat qui défendait le Frexit. Parce que François Asselineau non plus n'a pas pu avoir ses signatures. Ce qui est anormal. Moi non plus. On était les deux seuls à défendre clairement le Frexit. Peut-être que c'est parce que c'est une idée qui n'est pas populaire chez les grands électeurs. Mais ça, je m'en fiche. Chez les Français doivent avoir le choix. Si ça ne plaît pas aux maires, je ne sais pas d'abord. Je suis sûr qu'il y a plein de maires en fait, qui adhèrent, notamment dans la ruralité. Mais si ça bloque parce que les états-majors parisiens ou le pouvoir bloquent, c'est extrêmement gênant. Pourquoi les états-majors parisiens ? Parce que vous avez Madame Pécresse qui avait dans sa main 5000 signatures. Elle en a déposé 2500, mais ces partis-là en ont 5000. Pareil pour le PS, qui a fini d'ailleurs à 1,75% finalement, vous voyez, Anne Hidalgo. Et puis le pouvoir, qui en a dans sa main aussi 5000. Donc c'est complètement dévoyé. Mais si on raisonne en fonction d'idées, comme ça, peut-être aussi on pourrait dire il n'y avait pas de représentants. Par exemple, moi, j'étais très en avant dans le combat anti-covidiste, anti-pass pour la liberté, etc. Et d'ailleurs, j'ai soutenu Nicolas Dupont-Aignan parce que c'est le plus proche de ce combat-là. Mais moi-même, qui ai fait 18 mois de manifestation, je n'ai pas pu être candidat. Et certains l'ont regretté. Voyez, donc il y a une espèce de frustration. Alors moi, tant mieux pour les 12 candidats qui étaient candidats. Je ne souhaite en enlever aucun.
tant mieux pour eux, mais je pense qu'il vaut mieux qu'il y ait plus de diversité, parce que vous savez, quand les gens ont le sentiment qu'on leur vote une élection qu'ils ne peuvent pas tout à fait voter pour leurs convictions, ça crée tellement de frustration que soit ça éloigne des urnes, ça crée de l'abstention, soit ça crée de la colère, et il vaut mieux quand même gérer les choses dans un cadre démocratique que gérer les choses avec de la colère. Vous rêvez président ? Non, je ne me rêve pas président. D'abord, je suis président des Patriotes. Président de la République française. Ah oui, président de la République française. Écoutez, je suis très réaliste, ce ne sera pas demain. Si je devais l'être, j'en serais très heureux, mais pour faire quelque chose. C'est pas pour rien que je voulais être candidat, c'était pour l'être, mais pour faire quelque chose. Si c'est pour l'être, ça sert strictement à rien. Si c'est pour l'être pour trahir son pays, c'est encore pire. Malheureusement, ça en est servi. Si c'est pour l'être pour essayer de remettre de l'espoir dans le pays, redresser, lui donner un cap et lui donner un avenir, je serai le plus heureux des hommes, parce que j'aurai eu le sentiment de servir mon peuple et mon pays. Je ne suis là que pour ça. Vous estimez, j'ai pas mal regardé vos vidéos sur YouTube, et vous estimez notamment qu'on vit dans un... Il y en a beaucoup. Ah oui, il y en a beaucoup, et c'est très intéressant. Et vous estimez que le covidisme, le mondialisme, l'européisme sont toujours là. Sur votre chaîne, donc, vous parlez justement de mondialisme, d'européisme, surtout récemment, avec, là on tourne cette vidéo, c'est au lendemain du 9 mai, la fête de l'Europe. Sur votre chaîne, vous jouez aussi beaucoup sur les peurs. Vous jouez sur les mots qui sont employés, notamment sur les miniatures. Bon, c'est pour faire cliquer aussi. Vous êtes un peu youtubeur avec vos centaines de milliers d'abonnés. Mais pourquoi vous jouez sur les peurs, et pourquoi aussi cette obsession sur le mondialisme et l'européisme ? Alors, honnêtement, dire que moi je joue sur les peurs alors qu'on a un gouvernement qui depuis 2 ans et demi nous dit qu'on va tous mourir d'un virus, qu'on doit tous avoir peur de l'autre, qu'on doit le dénoncer, et qu'on doit tous mettre 3 masques et 4 injections dans le bras pour pouvoir ne pas avoir peur, éventuellement, c'est un peu fort de café. Moi, je ne joue pas sur les peurs, au contraire. J'ai toujours dit, et je l'ai dit régulièrement, j'ai cité Jean-Paul II même dans mes meetings ou dans mes manifs, en disant « n'ayez pas peur ». Bon, dans votre dernière vidéo, vous dites que Macron a fait un coup d'État, par exemple. Mais c'est pas jouer sur les peurs, ça. Non, je dis il a tenté et raté plutôt un coup d'État, c'est-à-dire... quand vous annoncez, puisque vous faites référence à ma toute dernière vidéo, donc le 9 mai, jour de l'Europe, il était à Strasbourg au Parlement européen, il a dit « Je souhaite que dans un certain nombre de domaines où il y a encore l'unanimité, nous passions à la majorité qualifiée ». Ça signifie, concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur des sujets aussi importants que la fiscalité, l'adhésion de nouveaux pays à l'Union européenne, la révision des traités, la politique sociale ou la politique étrangère et de sécurité commune, ça n'est pas rien, la défense, etc. Aujourd'hui, il faut que tous les États soient d'accord. Demain, il faudrait qu'il y ait une majorité qualifiée. 65% des États représentant 65% de la population européenne. Ça veut dire que vous perdez votre droit de veto. Ça veut dire qu'un pays peut être embarqué dans une politique de sécurité, de défense, ou une politique fiscale ou autre, sans être d'accord. J'appelle ça un coup d'État. C'est pas jouer sur les peurs, c'est prévenir les gens. Est-ce que justement, le fait que les Français aient élu Emmanuel Macron, qui a été élu, est-ce que son projet européen, il est clair, il l'a toujours assumé. Le fait qu'il l'ait élu, ça va dans ce sens-là. C'est pas une tentative de coup d'État, parce que c'est dans son projet européen en tant que président élu par le peuple français. D'abord, il n'a pas dit dans son programme qu'il renoncerait à l'unanimité pour remplacer par la majorité qualifiée. Ça, il l'a dit le 9 mai, donc après l'élection, premièrement. Deuxièmement, attention, une élection présidentielle, c'est pas une somme de référendums. Sinon, c'est un peu facile. Ah non, bien sûr que non. C'est l'élection présidentielle où on vote, soit pour quelqu'un, soit contre quelqu'un au second tour. À la fois un projet qu'on a connu un peu vaguement, et honnêtement là je pense que les gens étaient vaguement au courant parce qu'il y a eu si peu de campagne, si tardivement. Macron lui-même est arrivé en campagne, est entré en campagne extrêmement tardivement, et en plus en même temps on vote peut-être pour un homme aussi, enfin, tout ça est mélangé. Donc s'il veut clairement, parce que je sais que c'est ce qu'il a dit, j'ai été réélu donc on a fait un référendum sur l'Europe. Non. S'il veut faire un référendum sur l'Europe, qu'il le fasse. Qu'il le fasse. Moi je suis le premier demandeur. Vous pensez qu'aujourd'hui les Français... J'ai proposé une alternative, j'ai même lancé sur le site des Patriotes une pétition en ce sens. Soit le projet Macron, le saut fédéral, parce que c'est un saut fédéral, on remplace l'unanimité par la majorité qualifiée, et puis on crée l'Europe de la santé et l'Europe de la défense, clairement, c'est ce qu'il a annoncé aussi. Soit la deuxième branche, on sort de l'Union européenne. Et vous pensez que les Français voteraient pour sortir de l'Union européenne ? Moi je pense que Macron l'avait dit à la BBC en 2018, l'interview est toujours en ligne, il avait dit, vous savez, nous on ferait le même référendum que vous, Britanniques, on aurait le même résultat. Vous retrouverez la vidéo. Et c'est pour ça qu'on le fait pas d'ailleurs. Ça il l'a pas dit, mais il mettra la vidéo traduis. Justement. Oui, vous la retrouverez. You always take a risk when you have such a referendum. Just yes or no in a very complicated context. If France had had a referendum, it might have had the same result. Yeah, probably.
Probably in a similar context, but our context was very different. So et donc, chiche, faisons ce référendum. Ah ben, vous savez, en 2005, 3 mois avant, le oui devait gagner à 66%. C'était tous les sondages. Puis finalement, c'est le non qui a gagné à 55%. Bon, ils l'ont trahi 3 ans plus tard par le Parlement, mais je pense que cette trahison ne pourrait plus avoir lieu pour le coup. Parce qu'une fois que vous l'avez fait, vous ne pouvez plus le faire une deuxième fois. Donc c'est pour ça que ce référendum serait particulièrement intéressant et utile. Et alors pourquoi Macron s'obstine à ne pas faire de référendum ? À ne pas faire de référendum et à aller dans le projet, à continuer dans le projet européen. Parce que Macron, d'abord, c'est son logiciel. Macron, c'est un type très ringard. Enfin, je veux dire, son logiciel... C'est ringard d'être européiste ? Moi, je trouve que c'est devenu très ringard, ouais. Son logiciel, c'est le logiciel Sciences Po années 80, PowerPoint McKinsey, quoi, si vous voulez. Où sa politique économique, c'est celle qu'on apprenait à Sciences Po dans les années 80-90, c'est-à-dire les réformes structurelles, le marché du travail, les réformes du marché du travail, tout ça, c'est n'importe quel étudiant en première année d'éco à Sciences Po dans les années 90 apprenait ça. Donc lui, il est resté là-dessus, c'est ce qu'il a appris. C'est l'heure du contrôle surprise, donc c'est la question d'une personne qu'on a reçue. Bonjour Monsieur Philippot, en 2017, vous avez relayé un faux SMS à des fins politiques et vous avez déclaré quand ça a été découvert « Je me suis fait avoir, je ne le referai plus ». C'est qui ? Alors c'est Yann Toucourt qui est un professeur d'histoire. D'accord. Qui est sur les réseaux sociaux et qui aide pas mal de gens justement à débunker des fausses informations. Ah d'accord, ok. Voilà, okay. Donc il tenait à vous poser cette question. Oui, c'était sur je me souviens très bien de cette histoire, C'était suite à une visite apocalyptique qu'on avait faite avec Marine Le Pen à la cathédrale de Reims. Ouais, il y avait 300 antifas, c'était épouvantable, enfin très agressif. Et ensuite, oui, dans l'excitation, j'avais relayé un texto. Effectivement, je m'étais fait avoir. J'avais cru que c'était un vrai, j'avais relayé. Ça pouvait être vrai, honnêtement, parce que c'était un truc très agressif et on sortait d'une séquence très agressive. Je ne sais plus exactement, mais c'était une espèce de menace dans le texto et on retrouvait contre Marine Le Pen et on sortait d'une séquence qui était filmée d'ailleurs, qui était vraiment agressive. Oui, c'est vrai. Il faut éviter effectivement la mesure du possible. On n'est pas infaillible. Il faut essayer d'éviter de relayer ça. Malgré tout. C'était pas intentionnel. Non, c'était pas intentionnel. Mais le plus grand, à mon avis, producteur de fake news ces dernières années, c'est le gouvernement. Je suis fasciné. Reprenez toutes les versions de Véran, Macron, Castex, etc. sur le Covid, par exemple. Reprenez tout ce qu'ils ont dit. Le vaccin empêche de tomber malade. Ça, c'était Castex aux 20h de France 2, je crois, ou TF1 en juillet 2021. Ensuite, c'était il n'y aura pas de pass sanitaire étendu au restaurant, il n'y aura jamais de vaccination obligatoire en France, etc. Ça n'arrête pas. Le dernier qui a fait une énorme fake news, qui n'a pas été, lui, décrypté par les fact-checkers, c'est Bill Gates, aux 20h de France 2, qui a déclaré, aujourd'hui, ce sont les non-vaccinés qui meurent. C'est pas vrai. C'est les vaccinés qui meurent ? Ben non, mais l'inverse de ce sont pas les non-vaccinés qui meurent, c'est les vaccinés qui meurent. C'est pas que les non-vaccinés. Oui. Il y a des vaccinés et des non-vaccinés qui meurent. Mais dire c'est les non-vaccinés qui meurent, ça veut dire qu'il y a que les non-vaccinés qui meurent. Donc c'est une fake news. Moi je dis il y a des vaccinés et des non-vaccinés qui meurent. Mais il n'y a pas que les non-vaccinés. Et il n'a pas été démenti, ni en direct, ni ensuite, je n'ai vu aucun, à moins que ça m'ait échappé, aucun article de fact-checking pour contredire cet énorme mensonge en direct. C'est gênant, parce que c'était aux 20h de France 2, pas sur un compte Twitter, c'était devant 5 ou 6 millions de personnes en direct. Est-ce que vous êtes plus attaché à l'idée, votre parti s'appelle les Patriotes, est-ce que vous êtes plus attaché à la nation française, à votre patriotisme, ou justement à cette idée de liberté ? Ça va ensemble ? Les deux ? Non mais ça va, je n'oppose absolument pas. Parce que si on va jusqu'au bout de la liberté, ça peut être aussi la liberté peut aller jusqu'au bout de... En fait, l'État n'existe plus et tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Non, c'est pas... Attendez, jusqu'à la liberté. J'ai pas dit l'anarchie, j'ai dit la liberté. Je confonds pas l'anarchie et la liberté, ce sont des notions différentes. Nous avons besoin d'un cadre d'organisation, d'un contrat social. C'est le contrat social. C'est-à-dire que l'État est là pour vous protéger et pour vous assurer une forme de prospérité et d'organisation de la société. Voilà, mais ça ne veut pas dire que vous devenez le serf de l'État. Si l'État est là pour nous protéger, si l'État nous dit pour vous protéger, vous devez vous vacciner. Non, mais on a accepté de donner certaines libertés, justement, et c'est donc plus l'anarchie, parce qu'en contrepartie, on avait une protection et on avait un respect par un cadre juridique d'état de droit. Mais à partir du moment où tout ça est rompu, qu'il n'y a plus l'état de droit,
qu'il y a plus cette protection uniforme des gens, mais qu'on fait des différences entre les non-vaccinés, les vaccinés, etc., alors vous imaginez bien que les gens vont vouloir reprendre leur liberté. Et on rentrera peut-être en anarchie. Donc ça, c'est très mauvais comme pente. Il faut revenir à un vrai contrat social. Et un vrai contrat social, c'est un État bienveillant. C'est pas un État aujourd'hui malveillant, ou un État qui donne le sentiment de bosser pour simplement une partie de la population contre une autre. Ça me paraît absolument terrifiant. Donc le patriotisme et la liberté, je n'oppose pas les choses, bien au contraire. Et d'ailleurs, je me bats pour la souveraineté de mon pays et la liberté des gens. Et pour moi, ça va ensemble. La souveraineté de la France, ça n'est rien d'autre que l'autre nom de la liberté de la France. Donc c'est tout à fait cohérent. Il y a un continuum dans tous ces combats-là. D'ailleurs, on voit que ceux qui attaquent la liberté attaquent très souvent la souveraineté en même temps. Ça va souvent ensemble. Ursula von der Leyen est déchaînée contre la souveraineté des États et en même temps, elle était ultra-covidiste. Macron, pareil. Enfin, c'est un mode de pensée et c'est une idéologie qui est très cohérente en face. Nous, on doit aussi être très cohérents. Qu'est-ce que vous regardez comme média, Florent Philippot ? Ou qu'est-ce que vous lisez comme média ? Alors, la télé, jamais. D'ailleurs, je crois que ma box télé, version internet, elle fonctionne, mais version télé, je ne marche plus très longtemps, je n'ai jamais fait réparer, ça ne m'intéresse pas. Donc vraiment jamais. Par contre, bon, il peut m'arriver de voir des extraits de télé parce qu'ils circulent sur les réseaux sociaux, il y a une bonne séquence à voir, ou vraiment, si, par exemple, le débat d'entre deux tours, la présidentielle, je vais regarder, ou des grands débats, ou une allocution de Macron, je vais quand même être obligé de la regarder, ne serait-ce que pour savoir ce qu'il a dit et réagir. Mais sinon, vraiment, le reste, ça ne m'intéresse absolument pas. Et sinon, je suis très réseaux sociaux, extrêmement réseaux sociaux, et puis si je vais sur les applications du Monde, du Parisien, du Figaro, je regarde un petit peu tout ça, la presse aussi étrangère parce qu'on y apprend beaucoup de choses que parfois on ne voit pas ou très peu ou bien plus tard dans la presse française, et puis les réseaux sociaux. Il y a des médias en qui vous avez confiance aujourd'hui ? Je garde un œil critique surtout. J'ai pas un principe de défiance par principe. Je n'ai pas par principe l'idée qu'on ment, pas du tout. Donc je regarde, j'essaie de croiser. Je vous dis, je peux lire Le Monde, tout ça sans problème, et trouver qu'il y a même des articles intéressants. C'est vraiment assez régulièrement même. Voilà, mais je ne me limite pas à ça. J'aime bien regarder un petit peu ailleurs aussi. Donc j'ai un œil critique, quoi qu'il arrive, toujours. Je vais désormais vous poser les 2 dernières questions qu'on pose à tous nos invités. Est-ce qu'il y a une personne que vous souhaiteriez voir dans ce format d'interview à votre place, une personne que vous aimez, une personne que vous n'aimez pas forcément, que vous avez envie de voir en interview ? Plein, mais c'est pour vous surtout que ce serait bien. Je sais pas, le professeur Raoult serait intéressant. Parce que c'est le sujet, vous avez l'air de le connaître et il vous intéresse. À mon avis, ce serait une bonne idée. Bah, on le recevra avec plaisir en tout cas. Je crois que vous n'êtes pas la première personne à nous le conseiller. Donc, ouais, on le je pense que ce serait intéressant. Et dernière question, est-ce que vous avez une citation qui vous accompagne, que vous souhaiteriez partager à ceux qui nous regardent ? Une phrase J'en ai, bah, si vous voulez, j'en ai plusieurs, mais on peut citer la Boétie, la servitude volontaire. Nous n'avons de tyrans que parce que les peuples n'ont de tyrans que parce qu'ils acceptent d'être à genoux. Nos tyrans sont nos maîtres et sont grands, sont debout que parce que nous sommes à genoux. Et ça, il faut toujours l'avoir. C'est pas tout à fait ça la citation que vous trouverez, mais l'idée, c'est tout à fait ça. Et je pense qu'il faut toujours avoir cette citation, cette idée en tête, parce que il y a pas de fatalité. C'est à partir du moment où on prend conscience, on a le déclic qu'on doit se remettre debout et pas rester à genoux, que nos maîtres ne sont plus nos maîtres. Voilà. Et en d'autres termes, ça dépend de nous. Ça dépend pas d'eux, ça dépend de nous, collectivement. Et ça, c'est extrêmement important de se le redire. À un moment où on essaie de vous écraser, que vous perdiez confiance en vous, etc. Non, il faut avoir confiance en soi et il faut être capable de se dire, attendez, on n'est pas un peuple enfant, on est un peuple de citoyens adultes, libres, et on doit se remettre debout. Et à ce moment-là, nos tyrans ne seront plus nos tyrans. Merci Florent Philippot. Merci à vous. Cet épisode de Pour eux est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour être notifié lorsqu'une prochaine vidéo sortira, à mettre un j'aime et à nous laisser votre avis en commentaire, ça nous intéresse. C'était Antonin pour Le Crayon, salut.